20h, 22h, Les Informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info, on revient ce soir sur le deuxième débat de la belle alliance populaire, la primaire socialiste et ses alliés. Les 7 candidats se sont expliqués pendant un petit peu plus de 2h30. On va revenir sur les clivages qui ont émergé tout au long de ce deuxième débat avec nos invités, Jean-François Killy, Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous accueillons Nathalie Segonne, bonsoir. Bonsoir. Du journal L'Opinion, à vos côtés, Olivier Dussopt, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste, porte-parole de Manuel Valls. Christophe Castaner, bonsoir à vous. Bonsoir. Député socialiste également, vous soutenez Emmanuel Macron. Avec nous également, Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Conseillère de Paris, porte-parole du Parti de gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez regardé attentivement ce débat, vous l'avez trouvé comme nous plus animé, plus vivant, plus intéressant que le premier, Danielle Simonet ? Ça reste quand même ennuyeux. On est quand même sur un débat des primaires où on a les 4 anciens ministres qui nous déclarent leur irresponsabilité totale, puisqu'ils s'expriment, à part Valls qui assume le bilan, comme s'ils n'avaient pas participé à ce bilan gouvernemental. Et puis, bon, écoutez, c'est les primaires pour désigner le futur perdant. Sur le fond, Olivier Dussopt, est-ce que vous avez trouvé ce débat plus intéressant que le premier ? Les thèmes abordés ce soir étaient différents, et d'abord sur la forme. Nous avons la chance d'avoir des candidats, 7, dans une primaire qui se respectent, qui échangent un certain nombre d'arguments, qui font valoir un certain nombre de désaccords. Le troisième débat en soulignera d'autres. On a évoqué le revenu universel, on a évoqué la question du 49.3 citoyen que nous considérons, avec Manuel Valls, comme une forme de censure de la démocratie représentative. Et les choses commencent à se poser assez singulièrement. Et à notre sens, ce débat a permis à Manuel Valls à la fois de compléter la présentation de ses propositions et en même temps de faire valoir une expérience, d'assumer un bilan, cela a été dit à l'instant. Il a été plus attaqué ce soir, Manuel Valls. Et ça lui permet d'assumer et de rappeler que si ce bilan doit être assumé totalement, tant pour les aspects positifs que pour les aspects moins positifs, toutes celles et ceux qui sont autour de la table du débat et parfois même en dehors ont aussi une responsabilité dans ce bilan qui est collectif. Christophe Castaner, vous avez trouvé que ce débat était bon, meilleur ? Et si oui, est-ce que ça vous donne des regrets pour Emmanuel Macron ? Très clairement plus intéressant comme spectateur de ces débats. Mais le premier débat, le second, montre bien ces clivages forts qui opposent de gauche au sein même de la belle alliance populaire. Et donc très clairement, on voit que la réalité, ça va être quoi ? C'est qu'il y aura un gagnant et que du coup, le soir du second tour, tout le monde va se mettre derrière ce gagnant-là. Et donc on va faire des compromis programmatiques qui seront des faux compromis et qui ne permettront pas de trancher les vrais sujets qui ont été abordés ce soir. Sur la question des migrants, on voit bien qu'on a Benoît Hamon, par exemple, qui est sur des visas humanitaires très offensifs, et puis Manuel Valls, qui est plus en retrait, et sur toute une série de sujets comme cela, le déficit des comptes publics, par exemple. Et donc, nous voyons que dans les faits, on aboutira à une candidature certes unique, mais qu'en aucun cas n'aura été tranché ce qui doit faire le fond d'une politique et ce qui a empêché François Hollande, pendant 5 ans, de gouverner. Nathalie Segonne, votre jugement sur ce deuxième débat ? Oui, comme mes voisins, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus animé que le dimanche, le débat précédent, jeudi dernier. Non, c'est très récent, il y en a 3 en une semaine. Ça va tellement vite que je m'y perds. Quand on aime, c'était on plus compte animé, c'était plus détendu, ils étaient moins chacun dans leur couloir sans s'occuper de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'échanges, plus de débats entre eux à la limite. Mais alors, ce qui est très drôle, effectivement, c'était pas les mêmes sujets que la fois précédente et c'était des sujets de gauche. Et on a débattu les migrants, le cannabis, le nucléaire, etc. Et du coup, je pense que c'était presque des sujets de bobo, j'allais dire. Et du coup, ils étaient beaucoup plus à l'aise. C'est un sujet de bobo oui, quand même, ça interpelle beaucoup plus les sujets de société les gens de sont gauche, souvent plus... Mais on n'était pas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas sur les charges des entreprises, etc. On n'était pas sur les mêmes sujets que tout simplement c'est assez logique, finalement, Gilles. Non, mais c'est vrai que les sujets de société sont plus intéressants, plus rigolos, plus attrayants. Il y a des vrais clivages, plutôt que de débattre sur un taux de TVA ou sur la baisse de je ne sais quelle dotation. Public, c'est vrai que il y a plus de clivages, c'est plus des... Voilà, ça vient plus du cœur plutôt que des sujets économiques un peu rébarbatifs. Ils sont bien davantage habitués à manier ces débats, à les avoir entre eux, ce qui n'était pas forcément le cas au précédent débat. Jean-François Killy, Christophe Castaner parlaient des 2 lignes qui ont émergé dans ce débat. Vous êtes d'accord ? Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est avec nos 2 invités extérieurs, c'est ça en fait, j'ai bien compris, hein, vous êtes là, vous êtes des observateurs, des anthropologues, vous regardez ce qu'était la gauche avant, et comme le disait si bien Nathalie, on a des débats sociétaux, on parle la gauche qui se parle entre elles et qui raterait ces sujets, c'est ça l'idée en fait, les sujets essentiels qui concernent la présidentielle de 2017.
C'est une question. Hein. Non, mais vous avez quoi, dans les faits, un regard un petit peu condescendant sur ce qui se produit ou pas? Non, surtout pas condescendant, parce que l'essentiel sont mes amis, sont des personnes avec qui j'ai cheminé depuis de longues années. Je trouve que la condescendance en politique, il vaut mieux l'éviter. Il y a quand même pour vous quelque chose d'assez étrange de regarder ça de l'extérieur, non? Mais d'ailleurs, j'étais même surpris que vous m'invitiez, parce qu'effectivement, nous aurons fait un choix différent, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, parce que nous savons que les compromis, les synthèses d'appareils ne donnent rien. Et quand vous regardez tous les candidats qui sont exprimés ce soir, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y en a un ou une qui pense qu'il sera le prochain président de la République? Non. On est dans une querelle de clans, on est dans un positionnement d'appareil politique, on prépare la conquête du Parti socialiste, on est dans une logique du congrès du Parti socialiste. La France a besoin qu'on dépasse cela et c'est ce que nous faisons avec Emmanuel Macron. Olivier Dussopt, vous pouvez répondre? Parce que vous représentez Manuel Valls qui, lui... Manuel Valls a fait le choix du rassemblement et de la primaire. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il aurait souhaité que toutes celles et ceux qui incarnent la gauche du gouvernement soient dans la primaire. La primaire, c'est à la fois un outil de mobilisation, un outil de légitimité et un outil de rassemblement. Et d'ailleurs, de ce point de vue, mais juste... là, pour le moment, on est sur des questions qui sont assez internes au Parti socialiste, vous l'avez compris, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis. C'est un peu raté, malgré tout. Non. Vous reconnaissez que c'est les primaires internes au Parti socialiste. Et à la Belle Alliance populaire, avec le Parti radical de gauche et un certain nombre de partis écologistes qui ont toute leur place. Mais on ne peut pas, et je le dis à Christophe, on se connaît, et on a des cheminements qui peuvent se rapprocher. On ne peut pas être à la fois dans une posture qui consiste à dire nous sommes spectateurs, et nous n'avons pas fait ce choix-là, et en même temps être aussi dedans, avec un processus d'investiture législative qui amène les soutiens d'Emmanuel Macron à participer à des primaires qui sont organisées à l'échelle des circonscriptions. Moi, le seul espoir que j'ai, le seul souhait que j'ai, c'est qu'à l'issue du 22 et du 29 janvier, Manuel Valls soit en tête et soit en capacité d'ouvrir les discussions avec tous ceux qui rassemblent la gauche pour se rassembler et faire en sorte que la gauche soit au deuxième tour. Ça, ce sera le débat dans 2 semaines maintenant, à l'issue du second tour de cette primaire de la Belle Alliance populaire. Le deuxième débat avait lieu ce soir. On continue à l'analyser dans 2 minutes, juste après l'info. 21h10, Yasmina Adila. France Info. 20h, 22h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info, on revient sur le deuxième débat de la primaire socialiste et de ses alliés, la Belle Alliance populaire. Débat qui a duré 2h40, donc entre les 7 candidats, plusieurs points de clivage. Faut-il dépénaliser, légaliser le cannabis? Et la France a-t-elle failli à ses engagements en matière d'accueil des migrants? Critique faite par Vincent Peillon à Manuel Valls. Je vous propose de revivre cet échange. D'abord, je voudrais dire à Manuel Valls, avec l'amitié et le respect que j'ai pour lui, que quand on critique des discours qui sont les siens, ou même des politiques qu'il a menées en responsabilité, on ne critique pas la France. On critique une politique qui a été menée au nom de la France. Ça n'est pas la même chose et ça rendra le débat plus facile entre nous. On peut avoir... Il n'est pas d'accord, Manuel Valls. Le discours de Munich... Allez-y. Je n'ai pas tenu de discours à Munich, mais enfin, j'ai en revanche affirmé une position qui est celle de la France. En effet, comme chef du gouvernement, j'ai parlé au nom de la France. C'est parfaitement critiquable, mais j'ai parlé au nom de la France. C'est ça la fierté de gouverner. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que... Et d'ailleurs, il y a eu... Si j'étais Premier ministre. Bien sûr, mais à ce moment-là, il y a eu une gêne, y compris du président de la République. Ah bon? Car cette position... Je ne savais pas que tu avais cette conversation intime avec... Cette position, qui d'ailleurs n'a pas été respectée, puisque c'était 30 000 et on est à 5 000, n'était pas une position qui nécessairement engageait l'idée de la France ou la France, mais un discours qui a été le tien. Voilà l'échange entre Vincent Peillon et Manuel Valls, à propos non pas du discours de Munich, mais la visite de Manuel Valls dans un centre d'accueil de réfugiés. C'était à Munich en février 2016, où l'ancien Premier ministre avait notamment critiqué la position d'Angela Merkel, demandé un message d'efficacité et de fermeté en expliquant que l'Europe ne pouvait pas accueillir davantage de réfugiés et en demandant à ce que la France se contente, si je puis dire, d'accueillir 30 000 réfugiés. Est-ce que vous avez été surpris par cette passe d'armes, Olivier Dussopt, vous qui soutenez Manuel Valls? Ce qui m'a surpris, c'est l'inexactitude du propos. On peut être dans une primaire et en même temps avoir des arguments qui soient complets. Focaliser, comme Vincent Peillon l'a fait ce soir, sur les 5000 Syriens que la France a accueillis et la France les a accueillis conformément à sa tradition d'accueil et d'asile, alors que nous avons pris l'engagement de 30 000. C'est une réalité, 5000 sur 30 000. Mais c'est oublier qu'au cours des seuls 18 derniers mois, nous avons mis à l'abri 40 000 réfugiés. 40 000 réfugiés, des Syriens, 5 000, mais des réfugiés venus d'autres régions du monde. De l'Érythrée, de l'Irak, du Soudan. Des réfugiés qui ont fui des pays en guerre, qui ont parfois fui aussi des épisodes climatiques, et François de Rugy a eu raison de les rappeler, et nous les avons accueillis en ouvrant, et l'État a pris ses responsabilités, des dizaines de centres d'accueil et d'orientation, pour faire en sorte que cet accueil soit... Ce qui lui a été reproché, c'est que vous auriez pu faire beaucoup plus. Voilà. J'aurais aimé. C'est ça le débat. J'aurais aimé que celles et ceux qui ont attaqué Manuel Valls, et finalement l'action du gouvernement,
sur cette question de réfugiés, fassent preuve de la même exaspération et de la même honte, puisqu'ils ont parfois utilisé ces mots-là au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Mais c'était une autre époque. On a parfois entendu dans les analyses l'expression « tous contre Valls ». Est-ce que vous l'avez ressenti ce soir en regardant ce débat ? J'ai la chance de défendre un candidat qui est un vrai challenger. Et lorsqu'on l'attaque, il répond, et ce soir, il a fait parfaitement. Mais ça répond pas à la question. Il a rappelé ce que c'était un challenger. Est-ce qu'il y en avait des challengers ? Est-ce que tout le monde s'est ligué contre lui ? Il a rappelé que l'État et la France ont été à la hauteur de leurs valeurs et de leurs responsabilités. Et sur ce passage-là, tous n'étaient pas contre lui. Vous avez deux étaient peut-être plus durs, mais il a répondu et parfaitement. Vous n'avez pas l'impression que Vincent Peillon parlait quelque part au nom de François Hollande, il a semblé le citer. Je n'en ai pas le sentiment, et si c'était le cas, j'aurais découvert ce soir que Vincent Peillon était le porte-parole de François Hollande. Je n'en ai pas le sentiment. Vous avez un doute ? J'ai plus qu'un doute. Et par ailleurs, Vincent Peillon, qui est député européen, nous dit qu'il est en retrait de la vie politique depuis 3 ans, ce qui est une conception communaute du retrait de la vie politique. Je ne crois pas qu'il soit porte-parole de François Hollande. Nathalie Segonne, est-ce que vous avez été surprise que le clivage surgisse sur cette question et que ce soit finalement la principale ligne de fracture, ou en tout cas le principal échange ce soir entre les candidats ? Non, qu'il surgisse sur cette question, non, c'était pas surprenant. On savait que Manuel Valls est quand même assez isolé à gauche. Il a été extrêmement, quand il a fait cette déclaration qui n'était pas effectivement un discours à Munich, il a quand même été extrêmement isolé. Tout le monde l'a critiqué dans la majorité, les socialistes et y compris certains membres du gouvernement l'ont critiqué, se sont désolidarisés en quelque sorte. Et alors, c'est là où j'ai été surprise, c'est que Vincent Peillon fait allusion Attention. Vincent Peillon fait allusion à une gêne du président de la République, mais c'est une gêne effectivement qu'on a pu percevoir dans les commentaires des entourages, etc., mais que François Hollande lui-même n'a jamais exprimé publiquement. Et donc, c'était assez amusant de voir Vincent Peillon s'appuyer sur cette éventuelle gêne dont on n'a pas la preuve pour contrer Manuel Valls. Gilles Manstein. Mais on voit dans cet échange que ça revient le Manuel Valls transgressif qui dit des choses que les autres ne disent pas à gauche et qui, du coup, a tout le monde contre lui. Je me rappelle que c'était un peu la même chose au moment de l'affaire Leonarda, où il y a eu un Conseil des ministres extrêmement violent, où tout le monde lui était tombé dessus. Voilà, là on voit qu'il y a des fondamentaux à gauche, que Manuel Valls reste assez minoritaire, en tout cas dans le parti, sur ce genre de choses. On verra ce qu'il en est dans l'opinion. Et il faut rappeler que le Manuel Valls transgressif, comme le dit si bien Gilles, a fini à 5% en 2011. Oui, mais de ces 5%, il a quand même fait un capital politique. Olivier Dussopt. Ce n'est pas tout à fait la même époque. Et la transgression vis-à-vis d'un certain nombre de propos, peut-être. La transgression vis-à-vis de la position de la gauche en général, non. Je suis maire d'une ville de 17 000 habitants en Ardèche, à Annonay. Je suis aussi président d'une association pluraliste de maires de 2500 à 25 000 habitants. Et je peux vous assurer que les propos que Manuel Valls a tenus étaient des propos partagés. Nous devons accueillir. C'est la tradition et l'honneur de la France. Il y a aussi une hypocrisie par rapport à la réalité de la pratique. Parce que quand ils se félicitent tous sur le plateau d'avoir démantelé la jungle de Calais et que dans les faits, vous avez en ce moment, toujours sur Paris, des personnes qui n'ont pas de domicile fixe et les forces de l'ordre, on leur demande, c'est Médecins sans frontières qui le dénoncent, on demande à la police et à des sociétés de sécurité privée de voler les couvertures des personnes qui dorment. Daniel Simonet, vous terminez, Olivier Dussopt, vous répondez. Allez-y, Daniel Simonet. Parce qu'ils n'ont pas de place en hébergement d'urgence, parce qu'il n'y a toujours pas de rattrapage sur le manque d'hébergement d'urgence. Et vous savez très bien que les chiffres annoncés par le gouvernement de placement, de mise à l'abri, sont totalement erronés, parce que vous avez des migrants que l'on met plusieurs fois à l'abri, parce qu'on va les mettre pour une courte période et qu'on les remet à la rue après. On va laisser répondre Olivier Dussopt. 18 mois, 40 000 personnes mises à l'abri, dont 7 000 en Ile-de-France. Et moi, je suis fier de porter la parole d'un candidat qui dirigeait le gouvernement et qui aujourd'hui a un successeur qui s'appelle Bernard Cazeneuve, qui garde la même ligne, qui refuse que des camps illégaux s'installent dans Paris, qui refuse que des hommes, des femmes et des enfants soient sur des tables de tente. On laisse répondre Olivier Dussopt, Daniel Simonet. De tente et dans des bidonvilles qui s'installeraient sur les avenues. L'honneur de la France, c'est de créer des centres d'accueil et d'orientation. C'est ce que nous faisons en nous appuyant sur les communes. Madame Simonet, je pense que vous devriez visiter toutes les communes de France qui ont été mises à contribution, soit volontairement, soit par l'État. On a entendu la position de Manuel Valls sur ce sujet, de Vincent Peillon. Benoît Hamon propose des visas humanitaires. On a senti Arnaud Montebourg moins clair, Jean-François Killy, sur cette question de l'accueil des réfugiés et des migrants. Oui, c'est vraisemblablement pas son sujet. Arnaud Montebourg est plus sur des matières économiques, sur le Made in France, sur comment relancer la machine, des sujets qui n'ont pas été abordés vraisemblablement ce soir.
alors que la fenêtre de tir européenne le permettait. On est passé un petit peu à côté de la chose. Non, ce n'est pas son sujet. Mais je voudrais revenir sur votre échange. Très vite. Très vite. Qu'est-ce qu'on pense de cette histoire chez Emmanuel Macron ? Sur le fond, la question, c'est laquelle ? Oui, il y a une polémique sur les propos d'Emmanuel parce qu'il a eu, je crois, tort de s'exprimer à Berlin sur cette question. Mais Emmanuel Macron s'est prononcé sur un discours volontariste sur l'accueil des réfugiés. Parce que oui, il faut faire plus, oui, c'est indispensable. Mais il ne faut pas se satisfaire des yaka faucons, je viens d'en entendre de la part de Mme Simonet. Un programme de 11 000 places d'accueil a été lancé, il faut l'amplifier, il faut faire encore des efforts. Dans un département comme le mien, dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est 400 personnes qui sont accueilles. C'est pas un yaka faucon, pendant ce temps, les personnes, on les laisse dormir dans la rue. On laisse terminer Christophe Castaner. Oui, mais yaka faucon, madame, c'est le fait que pour ouvrir des centres d'accueil, il faut prendre un peu de temps. Il faut préparer des associations. Il faut mobiliser sa population. Je suis maire et je le fais dans ma commune. Il faut la mobiliser pour qu'elle puisse accompagner. Arrêtez les politiques de libre-échange qui provoquent cela. Mais ça n'a rien à voir, les politiques de libre-échange. On va s'en tenir là sur cet échange. On va en rester là. On va en rester là. S'il vous plaît, on va en rester là sur cet échange. Christophe Castaner, Daniel Simonet, on va en rester là. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Christophe Castaner. 21h20, l'info, ça va détendre tout le monde avec Yasmina Hadid. 7 candidats à départager avant le premier tour qui aura lieu dimanche prochain. Le second, le dimanche d'après. On a parlé des clivages sur le cannabis, sur la question migratoire également. Il y a aussi l'ombre de François Hollande qui a un peu plané sur ce débat. François Hollande a renoncé il y a quelques semaines et il a fait savoir ce soir ostensiblement qu'il ne regardait pas, qu'il ne suivait pas ce débat puisque le chef de l'État s'est montré à une représentation théâtrale de Michel Drucker. Pour ne pas le citer, François Hollande qui aurait fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. C'est ce que disait ce matin dans le journal du dimanche l'un de ses proches, Dominique Villemot, avocat, qui nous explique que François Hollande va probablement soutenir Emmanuel Macron avant de publier un démenti dans la foulée. Tout cela est donc un petit peu flou, comme dirait l'autre. Christophe Castaner, est-ce que c'est un soutien, s'il se confirme, que vous accueillez avec enthousiasme, celui de François Hollande, vous qui soutenez Emmanuel Macron ? Vous savez, je crois que seul François Hollande parle pour François Hollande. Et donc, ces articles ne font pas forcément la ligne politique de François Hollande et je ne me permettrai pas de commenter la ligne politique. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un an, par exemple, j'étais tête de liste aux élections régionales et qu'on a su, le soir du premier tour, sacrifier le Parti socialiste, contre l'avis d'ailleurs du Front de gauche, pour empêcher que cette région bascule au Front national. Et je pense que le Parti socialiste, au lendemain de la primaire, devra aussi se poser la question de savoir si un candidat progressiste peut être au second tour et Emmanuel Macron est ce candidat progressiste. Jean-François Killy. Juste un peu de politique fiction, avec un aspect un peu aimable des choses. Vous savez, Ségolène Royal, là vous le confirmez, semble soutenir Emmanuel Macron. J'attends que vous acquiesciez à cette déclaration. Oui. Ségolène Royal soutient-elle Emmanuel Macron ? Je n'ai pas entendu Ségolène Royal dire « je soutiens Emmanuel Macron ». Par contre, elle a échangé avec Emmanuel Macron. Elle partage sa méthode qui consiste à aller vers les Français, à écouter les Français, à ne laisser aucun territoire abandonné tel que certains existent aujourd'hui. Et donc nous sommes dans cette situation. Mais on sait que François écoute beaucoup Ségolène. Est-ce qu'on peut imaginer le chef de l'État naturellement allant vers Emmanuel Macron, son ancien conseiller, pour quelque part aussi se venger un petit peu du Parti socialiste qui bataille en ce moment même pour désigner son candidat, son champion. Est-ce qu'on peut imaginer tout ça ? Vous m'avez gentiment présenté tout à l'heure comme porte-parole d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas ni celui de François Hollande, ni celui de Ségolène Royal. Vous y pensez à tout ça ou pas ? Ce serait un bon soutien ou pas, François Hollande ? Mais François Hollande, oui, pour ce qu'il représente et parce qu'il serait cette voix de la sagesse qui permettrait de faire en sorte que nous ayons un candidat progressiste au second tour. C'est ça mon objectif dans mon engagement. C'est pas seulement de faire battre tous les autres, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon. Olivier Dussopt, quel rôle il joue ? Olivier Dussopt, quel rôle il joue François Hollande là dans cette primaire, en se montrant ce soir au théâtre en disant bon voilà, moi ça m'intéresse pas, je ne regarde pas ce débat. Cet échange illustre deux choses. La première, c'est que ramener, essayer de tirer quelque chose de confidence de tel ou tel entourage ne sert à rien. L'entourage, ça ne compte pas. Vous y êtes attentif tout de même. Ce qui compte, c'est la parole politique. Jamais. C'est la parole du politique. Et si François Hollande souhaite soutenir un candidat, dans la primaire ou après, c'est lui qui le dira et uniquement lui. La deuxième chose, c'est que François Hollande est président de la République. Il a pris une décision qui humainement doit être extrêmement difficile, qui politiquement est énormément responsable, celle de ne pas se représenter à sa propre succession. Il est logique, à mes yeux, qu'il ne s'engage pas
dans le débat d'une primaire, il est président de tous les Français. Lorsque l'élection présidentielle aura véritablement commencé, lorsque la primaire sera terminée et qu'un candidat, j'espère Manuel Valls, sera désigné, ça sera une autre histoire. Et là, François Hollande pourra faire valoir ses valeurs dans la campagne. Sur cette histoire qui aura commencé après la primaire, quand Éric Castaner dit voilà, il faut qu'il y ait Christophe Castaner, pardon, il faut qu'il y ait un seul candidat progressiste pour affronter la droite et l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez? La gauche doit-elle un moment, la gauche social-démocrate, doit-elle penser à un moment à se rassembler derrière le mieux placé des deux, même si c'est Emmanuel Macron? Tout à l'heure, M. Akili disait politique fiction. Ah non, ça c'est pas de la politique fiction, ça va se poser dans un mois ou deux. Je ne fais pas c'est de la fiction rapprochée. Je ne fais pas de la politique fiction. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape qui est celle de la primaire. Il y a un premier et un second tour. Et au lendemain de la primaire, les choses bougeront. C'est terriblement. Ça sera une autre histoire. Les choses bougeront. Les choses bougeront au lendemain de la primaire, Daniel Simonet, du côté de Jean-Luc Mélenchon. En fait, ces primaires, elles sont totalement coincées entre le choix politique d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. Et j'aime bien cette image que Jean-Luc Mélenchon a donnée, non sans humour, qui dit que finalement, les dirigeants socialistes sont coincés dans un casse-noix entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et que voilà, c'est lui, le socialiste, qui en coule. Parce qu'il faut choisir quelle orientation. Finalement, monsieur Emmanuel Macron a une orientation libérale, assumée, qui va poursuivre de manière décomplexée la politique qu'a menée François Hollande. Voilà, donc on sait à quoi s'en tenir. Laissez le porte-parole d'Emmanuel Macron parler d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans ces primaires avec des ministres amnésiques qui feraient mieux de présenter leurs excuses pour la politique qu'ils ont menée et qui a aggravé la situation des Français. Et la vraie rupture et l'orientation que nous attendons, elle sera présentée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Daniel Simonet.